À cette occasion-là, il y a 6 écoles dans la ville de Plaisir qui, avec du matériel prêté par notre association, sont en train de refaire les expériences de Galilée en 1609 sur la découverte des cratères de la Lune ainsi que sur l'observation des satellites de Jupiter. Ensuite, je vous rappelle que le 29 mai, comme chaque année, il y aura la journée de l'astronomie de Plaisir, où les enfants des écoles viendront voir les dessins de leur observation de la Lune, qui seront donc exposés, et la classe gagnante ira, comme chaque année, au Palais de la Découverte, puisque nous sommes quelques-uns ici à promouvoir le Palais de la Découverte, qui, comme vous le savez peut-être, est en danger actuellement. Ensuite, je vous rappelle également qu'il y aura la Nuit des Étoiles le 25 juillet, qui aura lieu devant le château comme chaque année. Et cette année, en plus de l'année de l'astronomie, se trouvera le 40e anniversaire des missions Apollo. Et donc je vous invite à venir le 25 juillet dans la soirée. Bien évidemment, comme ces dates ne sont pas fixées par des astronomes, avant que la nuit soit complète, nous donnerons quelques conférences pour faire patienter. Ce soir, nous vous présentons M. Francis Rocard, qui est directeur de l'exploration du système solaire au CNES. C'est ça? Pas directeur, mais la fonction exacte. Ouais. C'est le chef. Du Centre national d'études spatiales, et qui est un grand spécialiste de Mars, et par conséquent, il va venir nous expliquer tout de suite les dernières découvertes sur cette planète. J'espère que vous passerez une bonne soirée. J'ai vu qu'est arrivé un de nos élèves dans les mercredis de l'astronomie. Salut Guillaume. Je vous signale que nous formons également des jeunes à l'astronomie, et un élève particulièrement brillant. Et nous sommes très fiers de pouvoir ainsi diffuser la connaissance scientifique auprès des jeunes. Voilà. Merci, Président. Vous appelez le Président, je crois. Oui. Merci. Oui, il aime bien. Alors, je pense que vous savez tous le programme de l'année mondiale de l'astronomie, mais ceux qui n'en ont pas, j'en mets quelques-uns ici, vous pourrez en prendre. Il y a encore des conférences jusqu'à la fin de l'année. Et c'est les 100 grandes conférences qui sont sur ce programme. Alors, je suis un peu gêné parce que je vais vous faire une conférence que je fais habituellement à un public de non-spécialistes, mais beaucoup de spécialistes sont dans la salle. Donc, ne m'en voulez pas, je vais dire des choses évidentes, au début au moins, pour rappeler un petit peu la problématique de cette planète. Et je vais commencer par un rappel un petit peu théorique qui est important, et je suis ravi de voir qu'il y a quelques jeunes dans la salle, c'est pas toujours le cas, mais tant mieux. Et vous avez bien raison de venir parce que vous allez voir des superbes images. Alors, le petit rappel théorique est le suivant. On a rapproché Mars et la Terre ici, artificiellement. Vous voyez que Mars est 2 fois plus petit que la Terre, et en termes de volume, 2 puissance 3 ça fait 8, on va arrondir ça à un facteur à peu près 10, donc on a un volume à peu près 10 fois plus petit dans Mars que dans la Terre. Or, un corps planétaire se forme par agglomération et possède une certaine énergie interne qui vient de ce qu'on appelle les éléments radioactifs de longue période. Donc, en fait, le corps l'intérieur des corps planétaires, en longueur est chaud. Et cette chaleur, cette énergie, est fonction de son volume, 4 tiers de Pierre 3. Ne vous inquiétez pas, c'est les seules formules que je donnerai. Ces corps se refroidissent par la surface d'une sphère c'est 4 Pierre 2, vous faites le rapport des deux, et vous avez comme résultat que plus un corps planétaire est petit, plus il se refroidit vite. Mars étant 10 fois plus petit que la Terre en volume, Mars s'est refroidi plus vite que la Terre. Donc c'est pas sa distance au Soleil qui a été l'élément déterminant, mais c'est surtout sa taille. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Mars est petite? Eh bien la réponse c'est que Jupiter a empêché, Jupiter s'étant formé très tôt, c'est la première planète à s'être formée dans le système solaire, Jupiter étant le mastodonte gravitationnel des planètes,
qui produit 80-90% des perturbations gravitationnelles, notamment sur les comètes. Et donc Jupiter a empêché Mars de grossir, et Jupiter, vous le savez également, a empêché que les astéroïdes forment une planète. D'où le fait qu'on a une ceinture d'astéroïdes, la ceinture principale. Donc Mars est une planète froide. Les températures, alors j'aime pas beaucoup la température moyenne, on parle de moins 56 ou moins 50. Je préfère dire qu'en gros, l'été à l'équateur, la température atteint 0 degré. Je crois qu'on a atteint un maximum avec Viking de plus 20. Et la nuit, on descend toujours vers l'équateur à moins 80, moins 90, moins 100. Donc il faut porter quand même un cache-nez si vous allez sur Mars. Une petite anecdote qui a été découverte par Pathfinder, c'est que si vous vous promenez sur Mars, vous allez avoir, en relatif bien sûr, les pieds au chaud, la tête au froid. Il y a un gradient thermique extrêmement fort du fait que l'atmosphère est très très peu dense, et ça c'est un paramètre important. La pression au sol de Mars oscille autour de 6 millibars, c'est-à-dire moins d'un centième de la pression terrestre, mais varie beaucoup entre 6 étant plutôt un minimum d'ailleurs, entre 6 et 10 millibars. C'est énorme comme variation, c'est une variation de 30%. Il y a des gens qui sont peut-être sensibles aux dépressions atmosphériques, j'entends, qui ont mal au crâne, et quand on a une grosse tempête sur Terre, c'est combien? 1, 2, 3%. 3% de baisse de pression, c'est déjà une énorme tempête. La tempête de 99 devait être une baisse d'environ 3%. Donc sur Mars, on a 30%, et si vous me posez la question, on peut expliquer pourquoi. En fait, la raison, c'est le cycle de condensation saisonnier du gaz carbonique du pôle Nord au pôle Sud, qui fait des énormes variations de pression. Alors, présentation de l'objet. Ça, c'est probablement la photo la plus célèbre de Mars. C'est une image Viking, retraitée par ordinateur, bien sûr. Ça se voit un peu en bas de l'image. Vous avez en bas à droite, vous voyez le fait que c'est pas une image continue. C'est pas une image Hubble du tout. D'ailleurs, si je vous présentais une image Hubble, ça n'a strictement rien à voir. Les images. Dès que vous voyez des cratères d'impact sur une image, dites-vous que cette image est très ancienne. Quand je dis très ancienne sur Mars, c'est supérieur à 3 milliards d'années. On va jusqu'à 3,8 à peu près, c'est vraiment le maximum. Mais une surface ancienne sur Mars, c'est de l'ordre de 3,5 milliards d'années. Et c'est probablement à cette époque que l'eau devait couler. Alors, deuxième manifestation due à l'eau, ça c'est une image Mars Global Surveyor, mais je la trouve tout à fait parlante. Les Vikings avaient déjà repéré le phénomène. C'est ce qu'on appelle les vallées de débâcle. Alors, une vallée de débâcle, c'est quoi? C'est une débâcle d'eau. Vous imaginez bien, ça se voit. De l'eau a coulé, de en haut à droite à en bas à gauche, parce que la pente va comme ça. La source d'eau, on y reviendra tout à l'heure. Des cratères d'impact partout, et des cratères complètement détruits par l'érosion. Sur ce type de site, on a pu estimer que la débâcle était de l'ordre d'un front d'eau de 100 mètres de haut, sur des kilomètres de large, que le phénomène est pratiquement instantané, ça veut dire qu'à l'échelle de la journée, disons de la semaine, tout est terminé. Donc c'est très très court, ce qui est d'ailleurs un peu un problème, c'est très très court, mais très violent, avec donc ces cratères qui ont pratiquement disparu en bas. Alors pourquoi je dis que ça nous embête que ça soit très court? Parce que, et là c'est un point fondamental, si on s'intéresse à l'eau liquide, il faut quand même, par analogie avec la Terre, et c'est la seule analogie qu'on puisse faire, nous savons que sur Terre, la vie est apparue au bout de 500-700 millions d'années après la formation, il y a 4,5 milliards d'années de la Terre, mais que les spécialistes vous diront, oui, mais c'est formé, elle a été détruite par les bombardements, ça a bombardé beaucoup à l'époque, et donc on pense que typiquement il faut 100 millions d'années pour que la vie apparaisse dans les océans sur Terre, et donc il faudrait arriver à démontrer, si on veut prouver que la vie est apparue sur Mars, avant même de la détecter, prouver que l'eau liquide a existé pendant des durées typiquement de 100 millions d'années. Et on n'en est pas là. Là, on en est à l'échelle de la semaine. Quand on regarde une vallée fluviatile, on est à l'échelle du siècle ou du millénaire. Mais c'est insuffisant. On est très loin de la centaine de millions d'années. Alors voilà la source d'une débâcle. La source d'une débâcle, qui a un nom. Alors ça s'appelle Outflow Channel en anglais, hein, c'est le nom d'une débâcle. Son nom, c'est Dao et Niger Valles. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une région
dont on pense, et on a des arguments solides, que le sol est gorgé de glace d'eau. Et pour des raisons thermodynamiques probablement d'origine externe, liées probablement également à l'axe, ce qu'on appelle l'obliquité, l'axe d'inclinaison de rotation de Mars. Mars est incliné de 25 degrés, c'est ça qui provoque les saisons. Sur la Terre, c'est 23 degrés et 30 minutes. Donc on a une inclinaison à peu près similaire entre Mars et la Terre. Des calculs notamment faits par Jacques Lascar de l'IMCCE, qui est un académicien des sciences, ont montré que, à l'inverse de la Terre, cet axe d'inclinaison varie beaucoup à l'échelle, il y a deux échelles typiques, l'échelle de 100 000 ans et l'échelle du million d'années. En fait, il y a un phénomène de battement pour les experts, et que cette variation fait osciller cet axe entre, de 25 degrés, on passe au minimum vers 15-10 degrés, donc pratiquement pas de saison. Et dans des cas extrêmes, on peut atteindre 45 degrés, voire 50 degrés d'inclinaison. Alors quand votre axe est incliné de 45 degrés, ça veut dire que pendant pratiquement 6 mois, le pôle Nord est au Soleil. Et l'année martienne dure en 2 ans, pratiquement 1 an le pôle Nord est au Soleil, et l'année suivante, le pôle Sud est au Soleil. Vous voyez que sur le plan climatologique, c'est un désastre, si on habitait sur Mars, et d'ailleurs certains pensent que, alors, premièrement, sur Terre, les calculs montrent que notre axe varie très peu, et la raison, c'est la Lune. La Lune, qui représente une masse de 3%, je crois, de la masse de la Terre, si je ne me trompe pas, a un effet stabilisateur considérable en termes de moment cinétique du système Terre-Lune. La Lune stabilise énormément notre image de Hubble, comme les images que voyait Camille Flammarion ou Percival Lowell. Ces gens-là voyaient des variations d'albédo, ils ne voyaient pas de relief. Pour eux, Valles Marineris, qui est ici, était une teinte un peu plus sombre qui était absolument similaire à ce qu'il y a ici. Donc ils ne faisaient pas la distinction entre ça et ça. Ils ne voyaient pas les reliefs, ils voyaient les taches noires, ils ne voyaient pas que c'était des volcans. Et Schiaparelli, qui a appelé les Olympus Mons les neiges d'Olympe, il pensait que c'était une montagne enneigée, c'était effectivement une montagne, mais c'était pas du tout de la neige, c'était des nuages. Et on l'a appelé le mont Olympus Mons, le mont Olympe. Donc, certains planétologues disent que Mars ressemble beaucoup à la Lune, à une différence près, c'est le bombement de Tarsis. Le bombement de Tarsis, c'est une zone de 5000 km de diamètre qui se situe à peu près par ici, et qui est un bombement tectonique, donc une surélévation de la croûte, qui s'est fracturée. Et la fracture de la croûte a provoqué Valles Marineris. Donc cette vallée n'est pas du tout une vallée causée par l'eau, mais causée par la fracture de la croûte. Vous voyez ici une zone extrêmement, qu'on appelle le labyrinthe, extrêmement fracturée également, et cette gigantesque balafre qui fait la dimension du continent nord-américain, 6000 km, 8 à 8-9 km de profondeur, 200-300 km de large, et bien évidemment, l'eau effectivement a coulé ensuite de l'ouest vers l'est, parce que la pente va dans ce sens-là, et ensuite vous verrez, tout se passe du sud vers le nord, puisque Mars, on le verra tout à l'heure, est une planète en pente, avec des hauts plateaux au sud, et des plaines au nord. Vous voyez ici des écoulements déjà tout à fait liés à l'eau sur cette image. Alors, justement, revenons à des choses très basiques, revenons à Viking. Viking, c'était ces missions doublées en 76, avec les fameux atterrisseurs, dont je parlerai peu, ou pas du tout, qui ont cherché la vie, mais qui n'ont pas trouvé. Mais il y avait surtout 2 orbiteurs, et qui ont fait un travail absolument considérable également, un très très grand succès de la NASA. Et on a trouvé 3 manifestations fondamentales liées à l'eau à l'époque. La première, c'est cette image-là, c'est-à-dire les vallées fluviatiles. Donc les vallées fluviatiles, c'est, comme son nom l'indique, des fleuves asséchés qui s'apparentent beaucoup à nos fleuves terrestres. Simplement, les spécialistes y voient quelques différences, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. La question qu'on se pose, c'est d'où vient l'eau? Alors, petit préambule, parce qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas quand même les détails, c'est que l'eau n'est pas thermodynamiquement stable sur Mars aujourd'hui. Si je mets ce verre d'eau sur Mars, l'eau bout instantanément. C'est le même phénomène qui fait que si vous faites bouillir de l'eau en haut du Mont Blanc, votre eau ne bout pas à 100 degrés, mais plutôt à 70 degrés. Et bien sur Mars, l'eau bout à 0 degré. Donc, et c'est dû à la température, mais c'est surtout dû à la pression. En fait, la très très faible pression fait que l'eau est en ébullition immédiate. Et vous avez un petit glaçon au fond ensuite.
Et ce glaçon lui-même n'est pas stable, c'est-à-dire que ce glaçon va se sublimer. Donc vous ne verrez des traces d'eau, mais vous ne verrez jamais d'eau liquide, et on n'a jamais vu d'eau liquide sur Mars. C'est bien ça le problème, et c'est ce qu'on cherche. Alors je fais tout de suite une deuxième digression. Pourquoi on s'intéresse à l'eau liquide? Je dis tout de suite, c'est que, bien évidemment, aujourd'hui encore, mais déjà à l'époque de Vikings et même bien avant, on est convaincus, les spécialistes de la question, dont je ne suis pas les biologistes, que l'eau liquide est absolument nécessaire à la vie. Nécessaire, pas forcément suffisant, mais nécessaire. Et liquide, c'est-à-dire pas la glace, pas du gaz. Pourquoi? Alors là, on pourra en débattre tout à l'heure, il y a des tas de considérations chimiques intéressantes, mais ça nous emmènerait un peu loin. Donc on s'intéresse à l'eau. D'ailleurs, les Américains ont un slogan actuellement dans l'exploration de Mars, c'est « Follow the water », et c'est effectivement ce que l'on fait. Première manifestation, les vallées fluviatiles. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, mais il y en a beaucoup dans la salle, dès que vous voyez des ronds comme ça, ce sont des cratères d'impact. Dès que vous voyez des cratères d'impact sur une image, dites-vous que cette image est très ancienne. Quand je dis très ancienne sur Mars, c'est supérieur à 3 milliards d'années. On va jusqu'à 3,8 à peu près, c'est vraiment le maximum. Mais une surface ancienne sur Mars, c'est de l'ordre de 3,5 milliards d'années. Et c'est probablement à cette époque que l'eau devait couler. Alors, deuxième manifestation due à l'eau, ça c'est une image Mars Global Surveyor, mais je la trouve tout à fait parlante. Mes Vikings avaient déjà repéré le phénomène. C'est ce qu'on appelle les vallées de débâcle. Alors, une vallée de débâcle, c'est quoi? C'est une débâcle d'eau. Vous imaginez bien, ça se voit. De l'eau a coulé, de en haut à droite à en bas à gauche, parce que la pente va comme ça. La source d'eau, on y reviendra tout à l'heure. Des cratères d'impact partout, et des cratères complètement détruits par l'érosion. Sur ce type de site, on a pu estimer que la débâcle était de l'ordre d'un front d'eau de 100 mètres de haut, sur des kilomètres de large, que le phénomène est pratiquement instantané, ça veut dire qu'à l'échelle de la journée, disons de la semaine, tout est terminé. Donc c'est très très court, ce qui est d'ailleurs un peu un problème, c'est très très court, mais très violent, avec donc ces cratères qui ont pratiquement disparu en bas. Alors pourquoi je dis que ça nous embête que ça soit très court? Parce que, et là c'est un point fondamental, si on s'intéresse à l'eau liquide, il faut quand même, par analogie avec la Terre, et c'est la seule analogie qu'on puisse faire, nous savons que sur Terre, la vie est apparue au bout de 500-700 millions d'années après la formation, il y a 4,5 milliards d'années de la Terre, mais que les spécialistes vous diront, oui, mais c'est formé, elle a été détruite par les bombardements, ça a bombardé beaucoup à l'époque, et donc on pense que typiquement il faut 100 millions d'années pour que la vie apparaisse dans les océans sur Terre, et donc il faudrait arriver à démontrer, si on veut prouver que la vie est apparue sur Mars, avant même de la détecter, prouver que l'eau liquide a existé pendant des durées typiquement de 100 millions d'années. Et on n'en est pas là. Là, on en est à l'échelle de la semaine. Quand on regarde une vallée fluviatile, on est à l'échelle du siècle ou du millénaire. Mais c'est insuffisant. On est très loin de la centaine de millions d'années. Alors voilà la source d'une débâcle. La source d'une débâcle, qui a un nom, alors ça s'appelle Outflow Channel en anglais, c'est le nom d'une débâcle. Son nom c'est Dao Nigervales. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une région dont on pense, et on a des arguments solides, que le sol est gorgé de glace d'eau. Et pour des raisons thermodynamiques probablement d'origine externe, liées probablement également à l'axe, ce qu'on appelle l'obliquité, l'axe d'inclinaison de rotation de Mars. Mars est incliné de 25 degrés, c'est ça qui provoque les saisons. Sur la Terre, c'est 23 degrés et 30 minutes. Donc on a une inclinaison à peu près similaire entre Mars et la Terre. Des calculs notamment faits par Jacques Lascar de l'IMCCE, qui est un académicien des sciences, ont montré que, à l'inverse de la Terre, cet axe d'inclinaison varie beaucoup à l'échelle, il y a deux échelles typiques, l'échelle de 100 000 ans et l'échelle du million d'années. En fait, il y a un phénomène de battement pour les experts, et que cette variation fait osciller cet axe entre, de 25 degrés, on passe au minimum vers 15-10 degrés, donc pratiquement pas de saison. Et dans des cas extrêmes, on peut atteindre 45 degrés, voire 50 degrés d'inclinaison. Alors quand votre axe est incliné de 45 degrés, ça veut dire que pendant pratiquement 6 mois, le pôle Nord est au Soleil. Et l'année martienne dure en 2 ans, pratiquement 1 an le pôle Nord est au Soleil, et l'année suivante, le pôle Sud est au Soleil. Vous voyez que sur le plan climatologique, c'est un désastre, si on habitait sur Mars, et d'ailleurs certains pensent que, alors,
Premièrement, sur Terre, les calculs montrent que notre axe varie très peu, et la raison, c'est la Lune. La Lune, qui représente une masse de 3%, je crois, de la masse de la Terre, si je ne me trompe pas, a un effet stabilisateur considérable en termes de moment cinétique du système Terre-Lune. La Lune stabilise énormément notre pas du tout classique, 6 mètres de long, et un instrument unique pour la première fois qui s'appelle un spectromètre gamma. Alors vous savez, les ondes gamma, c'est les ondes les plus énergétiques, au-delà du visible, ultraviolet, rayon X, vous avez les rayons gamma. Alors, comment ça fonctionne? Quand le Soleil, ou même des rayonnements cosmiques, c'est-à-dire des photons extrêmement énergétiques, ou voire des atomes, percutent le sol de Mars, vous avez des réactions nucléaires au niveau des atomes eux-mêmes, dans le domaine des ondes gamma. C'est-à-dire qu'un atome, par exemple d'oxygène, qui va être percuté par un rayonnement cosmique, va réémettre un photon gamma à une fréquence qui est propre à l'oxygène. Et donc, on arrive à faire... Oui, alors en plus, les Américains font des choses assez étonnantes. Ils se photographient eux-mêmes. Donc, ils ont photographié avec MGS Mars Odyssey. Voilà. Donc, vous avez le mât et le spectrogamma qui est le petit point blanc ici. Donc ça, c'est pas très facile à faire. Il faut beaucoup de précision, parce que les caméras, il faut prendre l'image au bon moment, et tout ça, ça défile dans tous les sens, et donc c'est pas extrêmement simple. Alors j'en reviens à mes photons gamma. Là, on va s'intéresser à un atome particulier qui est l'hydrogène. Bon, en l'occurrence, ça revient au même. Ça, c'est une carte. C'est pas le spectrogamma qui a fait cette carte, c'est le détecteur de neutrons. Mais croyez-moi, la carte en gamma est strictement la même. Alors, on voit l'hydrogène, on voit pas H2O, la molécule d'eau. Et donc, on interprète ce que l'on voit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'entre environ plus et moins 50 degrés de latitude, nord et sud, toute cette zone jaune-orangé est sèche. Il n'y a pas d'hydrogène. Au-delà, vous avez le pôle nord l'été et le pôle sud l'été. Pourquoi? Parce que si on avait eu le pôle nord l'hiver, là, on avait du CO2 et on n'aurait eu aucun signal. Un gif de CO2, vous savez que les calottes polaires sur Mars, si nous habitions sur Mars, si Plaisir était sur Mars, l'hiver, la calotte polaire arrive jusqu'à Plaisir. Il fait bien froid. Donc, on serait dans un gif de CO2 qui arrive à peu près jusqu'à 50 degrés. Donc, si on regarde l'été, le chiffre a disparu. Là, vous avez un sol qui, dans le visible, ressemble étonnamment à ce qu'il y a ici. Et vous avez néanmoins un signal de l'hydrogène très très abondant. Les chiffres donnent du 70 à voire 100% de pourcentage en volume d'eau dans le sol. Néanmoins, le sol dans le visible s'apparente à un sol parfaitement classique qu'on verrait ici. Il y a deux exceptions. C'est la première zone ici, et le M, c'est Meridiani. Planum, c'est la zone d'atterrissage du rover Opportunity, et on en parlera longuement tout à l'heure. C'est pas un hasard si on a pris ce site. Et ensuite, on est allé voir le cratère Gusev. On en parlait lors de notre dîner. Le cratère Gusev, c'est le G qui est là. Encore une zone bleutée. Et une Française, Nathalie Cabrol, a défendu ce site bec et ongle avec des arguments scientifiques. Et d'ailleurs, elle a gagné, puisque finalement, le Spirit s'est posé ici. Et là aussi, c'est par hasard, c'est parce qu'il y avait des... Par contre, si vous regardez Viking 1, Viking 2, bon, Viking 2, oui, était visiblement dans une zone humide. Viking 1 et Pathfinder, complètement sec. Pourquoi Pathfinder a été posé là? Tout simplement parce qu'il y a cette vallée. Et on s'est dit, on est à l'embouchure d'une vallée, donc on devrait avoir des traces d'eau ici, traces au sens minéralogique du terme. Pathfinder n'a rien trouvé. Tout ce que Pathfinder a mesuré, c'était des roches volcaniques, pas l'ombre d'une molécule d'eau. Donc c'est bien la preuve qu'on parle d'eau depuis 30 ans avec Viking, et on a maintenant une preuve indirecte que c'est bien l'eau qui est le responsable de cette affaire. Alors, Mars en coupe nord-sud, là vous avez les plaines du nord en bleu, plates, en basse altitude, et les hauts plateaux cratérisés. En gros, s'il y avait de la neige partout, on pourrait faire du ski du pôle sud vers le pôle nord. Plus intéressant, si l'eau ressurgit du sol, ce qui semble le cas dans les débâcles, cette eau va inexorablement s'accumuler dans les plaines du Nord. D'où une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est symbolisée par cette image. On a colorié en bleu les zones de basse altitude. Donc vous avez les plaines du Nord qui apparaissent en bleu, c'est logique. Vous avez des grands bassins d'impact ici qui sont également très profonds. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a eu un océan autour du pôle Nord? Toute cette région bleue en haut. La réponse, c'est peut-être maintenant, peut-être maintenant. En fait,
Il est sûr que l'eau, le modèle est exact. L'eau s'est accumulée vers le nord, ça se voit ici. Mais néanmoins, beaucoup d'arguments montrent que la thermodynamique est une loi qu'il ne faut pas transgresser. Il est très probable que l'eau s'accumule vers le nord, mais malheureusement gèle assez vite. Alors, encore une fois, Oméga est passé par là, l'instrument spectro-imagerie infrarouge, il est allé voir par ici, il ne voit aucune trace d'eau. Alors, néanmoins, ce n'est pas forcément une preuve que l'océan n'a pas existé, parce que depuis, il y a une activité volcanique considérable, c'est à peu près la seule activité avec l'activité éolienne, depuis 3 milliards d'années à peu près. Là, on a quand même des très gros volcans, il y en a peu, mais ils sont très importants, ceux-là aussi, Elysium. Tout ça crache de la poussière, toute cette poussière s'accumule, et finalement recouvre les roches qui auraient pu être hydratées, et que Oméga aurait voulu trouver. Ils ont même regardé au fond de ces cratères-là, et patatras, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé de l'olivine. Et quand vous trouvez de l'olivine, c'est un très très mauvais argument, puisque l'olivine disparaît en présence d'eau. En d'autres termes, si vous trouvez de l'olivine, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'eau. Donc l'affaire de l'océan circumpolaire nord n'est pas du tout une affaire gagnée. Il y a eu d'autres arguments sur la détection de rivage qui a été proposé par les Américains. Mais tout ça est quand même assez controversé. Alors, plus récemment, en 2000, encore une publication, cette fois par les responsables de la caméra de Mars Global Surveyor, M. Malin. M. Malin a publié ces images, et là, nous avons affaire à des images à plus haute résolution, et ce qu'on appelle des ravines, des gullies en anglais. Et le problème que posent ces images, ou ces écoulements, c'est qu'ils ne sont pas très anciens. Quand je dis qu'ils ne sont pas très anciens, ça veut dire qu'ils ont peut-être 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Pourquoi? Parce qu'ils viennent par-dessus des dunes. Et une dune, ça ne peut pas avoir 1 milliard d'années. Une dune, ça bouge, c'est évolutif. Donc, or, on a des conditions thermodynamiques qui interdisent l'eau liquide. Comment cela est-il possible? La réponse, on ne sait pas très bien. Il y a beaucoup de discussions. On a évoqué le CO2 fluide. Je ne connais pas personnellement, je ne connais pas le CO2 fluide. Il paraît que ça peut exister, mais je ne suis pas un chimiste. Je crois que le modèle le plus intéressant, c'est vraiment... Il y a une particularité assez intéressante pour les... Vous êtes des astronomes dans la salle, donc vous allez vite comprendre. Le point triple de l'eau, qui est quand même un paramètre important, le point triple de l'eau est justement à une pression de 6 millibars et environ 0 degré. Or, la pression sur Mars, c'est 6 millibars. Vous allez me dire, c'est pas la même pression. Et vous avez raison. Les 6 millibars du point triple, c'est les 6 millibars de la pression de vapeur saturante de l'eau. C'est-à-dire comme s'il y avait que de la vapeur d'eau. Or, les 6 millibars sur Mars, c'est uniquement de la pression de CO2, puisqu'on a 95% de CO2. Néanmoins, si vous aviez un bloc de glace ou un glacier, et que sous ce glacier, l'eau se mette à sublimer, vous avez localement, vous pouvez avoir 6 millibars de vapeur d'eau. Et à ce moment-là, vous pouvez passer le point triple, avoir une phase liquide. Et vous pouvez déstabiliser le glacier. Enfin, le glacier, c'est peut-être pas le mot, mais la neige, c'est comme les phénomènes de névé, et à ce moment-là, ça coule. Et arrivé en bas, l'eau s'est complètement sublimée. Elle est passée en phase vapeur. Néanmoins, elle a provoqué des effets mécaniques à l'échelle de la minute. C'est un modèle qui est proposé et qui est pas complètement impossible. Ce qui est sûr, c'est que ça se passe en ce moment. Là, je dirais, l'image est la preuve. Entre 1999 et 2005, il y a ici un new deposit, comme disent les Américains. Alors, cette eau n'est pas de l'eau pure. Aussi, c'est de l'eau salée. Et comme vous le savez, le sel, la mer ne gèle pas alors que l'eau douce gèle. En tous les cas, la mer gèle beaucoup plus difficilement que l'eau douce. Et le fait qu'il y ait plein de sel, alors c'est pas du sel de cuisine, c'est pas NaCl, mais néanmoins c'est des sels, c'est pareil, c'est des sels de magnésium, de soufre, et ces sels empêchent l'eau de geler et favorisent beaucoup la phase liquide, même si celle-ci est temporaire. Donc ça c'est donc il y a des écoulements aujourd'hui sur Mars et il faut arriver à les expliquer et les modèles ne sont pas forcément convergents. On va enlever les capots, ça c'est pour protéger l'optique, donc une voie visible, une voie infrarouge, et ça vous donne des images, mais chaque point d'image vous donne un spectre, et ça c'est très puissant, c'est très, je vais vous l'illustrer par deux exemples. La calotte polaire sud, dans le visible, la calotte résiduelle l'été, encore une fois si on était en hiver, tout ça serait blanc.
Donc on regarde uniquement la calotte résiduelle d'été, et on va sélectionner la bande d'absorption de la glace carbonique. Donc vous avez des bandes dans le spectre, et on fait l'image dans la bande du CO2. Et donc on a bien ce que M. Flammarion et d'autres ne savaient pas, c'est que c'est pas de l'eau ce qu'on voit là. Ce qu'on voit, c'est de la glace carbonique, essentiellement. Mais si on fait le même travail dans la glace d'eau, curieusement, il y a aussi de la glace d'eau. Alors, comment c'est possible? En fait, on a un petit peu réfléchi, et la réponse est simplement que l'eau est beaucoup moins volatile que le CO2. En fait, il y a un glacier d'eau ici qui fait 2 à 3 km d'épaisseur, recouvert d'un givre de CO2 qui fait entre 1 et 10 mètres, on va dire. Les auteurs divergent entre 1 et 10 mètres. Donc ce qui est blanc, c'est du CO2, ce qui est bleu, c'est l'eau. Et voilà. Donc la réponse, c'est qu'on a un réservoir d'eau important dans les calottes. Par contre, ce n'est pas du tout un réservoir de glace carbonique. La quantité de glace carbonique sur les calottes est absolument négligeable par rapport à ce qui est dans l'atmosphère. Par contre, en termes de 3 km de glacier, ça commence à faire une épaisseur intéressante. Autre exemple de l'intérêt d'Oméga, voilà ces taches blanches, bright spot en anglais. On est dans Valles Marineris ici. Un autre exemple, c'est cette tache-là. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est la nature de ce minéral? Alors, vous avez ici l'image en couleur, ici en noir et blanc en vertical, et Oméga arrive par ici avec ses gros pixels bleus et rouges, et la réponse est donnée sur l'image. Vous avez en fait la découverte pour la première fois de roches sédimentaires. Ça, c'est très important. Nous n'avions aucune roche sédimentaire sur Mars, c'était quand même embêtant. Toutes les roches que nous avons analysées jusqu'à maintenant étaient d'origine volcanique. Le gypse, vous le connaissez, c'est ce qui sert à faire du plâtre. C'est un sulfate de calcium hydraté. Et la kieserite, c'est un sulfate de magnésium hydraté également. Donc on a affaire à des roches sédimentaires, ça commence à être intéressant. Et si on veut chercher la vie sur Mars, c'est sûrement vers ce type de roche qu'il va falloir se poser. Et en fausse couleur, cette fois, dans Valles Marineris, vous avez ici, si j'utilise bien mes images, voilà. Donc des sulfates polyhydratés au fond de Valles Marineris et de la kieserite, c'est-à-dire moins hydratée, sur les flancs. Voilà. Ce sont les argiles. Et en jaune, on en parlera, je ne vais pas tellement en parler. Ce qui est très important à comprendre ici, c'est que les surfaces intéressantes, cumulées des bleus et des rouges, représentent moins de 1% de la surface totale. Donc, ça explique pourquoi on s'est posé jusqu'à maintenant à peu près n'importe où. Or, c'est pas n'importe où qu'il faut aller. Et je peux vous dire que l'endroit le plus intéressant, c'est ici, ce qu'on appelle Mars Vallis, M-A-R-W-T-H, où il y a des argiles, et c'est probablement là que soit ExoMars, soit MSL, vous verrez, c'est des missions qui sont en préparation, devraient se poser pour rechercher des traces de vie ancienne. Voilà, donc Oméga a permis de réécrire l'histoire de Mars. Ça, c'est l'histoire de Mars, je dirais, suite à Mariner 9 et Viking. On avait, par comptage de cratères, les régions les plus anciennes qu'on a appelées noachiens, une zone intermédiaire hespérien, et ici on est à peu près à 3 milliards d'années, et 3 milliards d'années d'amazonien, qui est uniquement, où il se passe pratiquement plus rien, il n'y a plus que de l'activité éolienne et un résidu d'activité volcanique. Mais tout ce qui est lié à l'eau se passe essentiellement au noachien, un tout petit peu à l'hespérien. Alors qu'est-ce que Oméga a trouvé? Oméga a trouvé les argiles ici, et c'est encore plus restrictif que le noachien lui-même, un changement climatique global, c'est à la mode, mais ça a été trouvé sur Mars, et ce changement climatique global est probablement la perte du champ magnétique. Vous savez que sur Terre, nous avons un champ magnétique dipolaire, que ce champ magnétique crée une magnétosphère qui nous protège du vent solaire. Donc le vent solaire, qui est un vent à 400 km par seconde, ne touche pas l'atmosphère. Or sur Mars, du fait que Mars s'est refroidi très vite, son noyau a perdu les propriétés qui permettent l'effet dynamo et le champ magnétique interne. Le champ magnétique s'arrête, la magnétosphère disparaît, le vent solaire entre en interaction directe avec l'atmosphère, et immédiatement, l'atmosphère, entre guillemets, s'évapore dans le milieu interplanétaire. Et donc l'atmosphère disparaît, et on passe d'une atmosphère dense à 1, 2 ou 3 bars, à une atmosphère de 6 bars. Donc là, on est autour de 4 milliards d'années. Le changement climatique, une zone intermédiaire de sulfate, qui est probablement une zone où temporairement de l'eau très acide et en faible quantité
fabrique ses sulfates, et ensuite c'est fini. Plus que des oxydes ferriques anhydres, et donc une activité essentiellement éolienne. Ça, c'est une réécriture suite à Omega qui est finalement pas fondamentalement différente, mais qui rajoute, avec la minéralogie que nous n'avions pas avant, des contraintes sur l'histoire de l'évolution de la planète, qui est quand même l'un des objectifs fondamentaux de l'exploration planétaire. Le sondage par radar, voilà des antennes de très très grande dimension sur Mars Express, et ces antennes, plus les antennes sont grandes, plus la longueur d'onde est grande, plus on est en basse fréquence, et plus on pénètre profondément dans le sol. Alors on n'a pas beaucoup de résolution, et l'un des objectifs de ce radar, qui est italo-américain, c'était d'aller, ça se voit pas bien sur l'image, mais là vous avez de l'eau liquide. Les modèles prédisent que s'il y a de la glace à une certaine profondeur, environ 3 à 4 km, elle passe en phase liquide. Le problème c'est qu'on ne sait pas s'il y en a, mais s'il y en a, elle doit passer en phase liquide vers 3 à 4 km. Donc ce radar, les ondes radar pénètrent très très bien dans la glace sèche comme on dit, bien froide. Par contre, ne pénètre absolument pas dans le liquide. Donc vous avez un superbe miroir si vous avez de l'eau liquide ici. Donc si vous avez une bonne pénétration et un miroir, vous allez avoir un écho qui sera la signature de nappe phréatique profonde, qui serait quand même, voilà le dessin qui représente cette nappe phréatique profonde. Et je vais tout de suite vous donner le résultat. Avant cela, quand même, vous montrer ce qu'un radar peut faire au pôle Nord. Encore une fois, c'est le pôle Nord l'été. Et vous avez la trace verticale ici, ça c'est sur les calottes. Et au moment où on arrive à la calotte, on a le double écho, la surface et le fond de la calotte. Donc ça pénètre très bien dans 3 km de glace, typiquement. Ça marche très bien. En fait, Marsis, puisque c'est son nom, n'a absolument pas détecté de nappe phréatique souterraine. C'est un peu décevant. Et le problème, c'est qu'on ne sait même pas s'il n'a pas détecté parce qu'il n'y en a pas, parce que le radar ne pénètre pas, ou parce que les modèles sont faux. Donc finalement, on ne sait pas grand-chose, et c'est un peu une déception par rapport à ce qu'on espérait sur cette nappe phréatique. Un autre exemple dans les plaines du Nord, dans le Chryse Planitia, une découverte qui a fait couler beaucoup d'encre et qui était importante, c'était l'existence de grands bassins d'impact enterrés dans cette lave qui existe dans les plaines du Nord. Et l'argument était ces grandes paraboles ici. Eh bien, ça arrive en science, mais tout ça c'est faux. C'est faux, les scientifiques responsables de cette publication l'ont dit par la suite dans les congrès, mais malheureusement la publication elle existe, et on ne peut pas l'arracher des livres, mais en fait c'est un artefact. C'est un effet ionosphérique, et ces grands bassins soi-disant enterrés, quand ils sont repassés par-dessus avec l'instrument, ils ne les voyaient plus. Donc ils se sont dit, il y a un problème, et le problème c'est que c'est un effet ionosphérique. Donc voilà, ça fait partie des aléas de la science. Parfois on publie des choses fausses, et peut-être un peu plus aux États-Unis qu'en France, parce que les Américains sont beaucoup plus poussés à la publication. C'est vraiment leur salaire qui en dépend. Les Américains sont payés sur projet, et s'ils ne publient pas, ils sont virés, il n'y a plus de salaire qui tombe, et donc ils sont poussés à publier, et parfois ils font des bêtises. Alors, un mot sur Spirit et Opportunity, et je vais plutôt me consacrer à Opportunity, vous verrez assez vite pourquoi. Tout simplement parce que les résultats scientifiques d'Opportunity sont, à mon avis, plus intéressants que ceux de Spirit, même si eux-mêmes ont un intérêt. Alors, vous connaissez ces engins, je ne vais pas les décrire trop longuement. Le talon d'Achille de ces rovers, c'est leur alimentation par des panneaux solaires, donc c'est le point faible. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a un peu du mal à avancer, et Spirit a beaucoup de mal à avancer parce qu'il y a une activité éolienne, de la poussière qui tombe dessus, et ces panneaux ensablés, si je puis dire, empoussiérés, ne reçoivent plus de photons solaires, donc on n'a plus assez d'énergie pour avancer. Ça, c'est pour communiquer avec la Terre, mais on ne l'utilise pas. Ça, c'est une autre antenne de secours, mais on ne l'utilise pas non plus. En fait, l'antenne qu'on utilise est minuscule. C'est une petite antenne qui permet de communiquer avec les satellites en orbite, et notamment Mars Odyssey, et c'est comme ça que Spirit et Opportunity communiquent avec la Terre. Donc vous avez les yeux du rover, là-haut, les deux paires d'yeux, des yeux stéréoscopiques pour la navigation. Ça, c'est un périscope pour une caméra infrarouge dont je ne parlerai pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup révolutionné l'affaire, et des instruments intéressants au bout du bras que je détaillerai tout à l'heure. Et pour les spécialistes de l'automobile, nous allons faire un 6-6, c'est-à-dire 6 roues motrices et 4 roues directrices. Alors,
Une petite histoire rapide d'Opportunity. Pourquoi on a envoyé Opportunity sur Méridien Planum, Méridiani, parce que Mars Odyssey a publié cette carte avec cette tache rouge au croisement, à peu près c'est un hasard, méridien 0, latitude 0. C'est ça, c'est un hasard. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a de l'hématite. Et l'hématite est un minéral que moi-même je ne connaissais pas avant, et qui est un minéral qui se forme en général en présence d'eau. Le en général est important. On aimerait en savoir un peu plus sur ce en général et savoir si l'hématite, sous quelle forme cette hématite existe, et c'est pour cela qu'on a envoyé Opportunity là où on l'a mis. Alors, la zone de l'hématite n'est pas bien grande, hein, c'est la zone verte et rouge ici, et néanmoins les ellipses d'erreur. Vous savez, quand on se pose sur Mars, aujourd'hui on vise un point qui est le centre de l'ellipse, mais parce qu'il y a de la météo, il y a du vent, plus ou moins de vent, parce qu'il y a des variations de pression, et qu'on arrive en biais, on a un cercle qui s'allonge en une ellipse. Cette ellipse est 70 km ici de long. Là, cette ellipse tracée par les Américains signifie qu'on a 99 chances sur 100 de tomber à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle en termes techniques l'ellipse à 3 sigma. Et donc on est sûr qu'on va tomber à l'intérieur. En pratique, je peux vous dire le résultat, on est tombé à environ 7 km du point central ici, mais on ne prend pas de risque, donc on positionne l'ellipse, surtout pas à travers un cratère comme celui-là, surtout pas ici, surtout pas là, à une zone où il n'y a pas de cratère. Donc ça, c'est des ingénieurs qui vont dire, ben voilà, on va se poser ici parce qu'il n'y a aucun cratère dans cette zone dangereuse, et on garantit comme ça que l'atterrissage se passera bien. Mais il ne faut pas rater son coup, parce que si on tombe là, il n'y a plus d'hématite. Donc il ne faut pas non plus que le système de la navigation planétaire soit un peu fausse, et ce qui décalerait tout de suite. Alors la première image d'Opportunity, voilà le panorama de l'époque, je me souviens, je l'avais vu sur internet, j'étais assez bluffé. Alors il y a une anomalie, c'est la hauteur de l'horizon. Bon, l'histoire est maintenant très connue. Si l'horizon est très haut partout, c'est simplement que on est dans un bol, on est dans un cratère. Et ce cratère s'appelle Eagle, parce qu'au golf, quand vous faites un 3 trous en 1, vous faites un Eagle. Là, on a fait 300 millions de kilomètres, et on est tombé dans le trou. Alors, des choses artificielles, ça, on y reviendra, c'est évidemment artificiel, mais vous imaginez une bille qui rentre dans un bol, elle va rouler et se stabiliser à peu près au centre. Alors, ce que les scientifiques, par contre, ont vu tout de suite, et ça, ils ont sauté de joie, c'est les roches affleurantes, c'est ces roches claires ici, qui sont uniques, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait jamais vu de roches affleurantes, Viking n'en avait pas vu, et Pathfinder non plus. On n'avait vu que des cailloux posés sur le sol, et ce caillou étant lui-même le résultat, étant lui-même un éjectat d'un cratère qui pouvait être à 5-10 km du point où on le trouve. Là, par contre, ces roches font partie du sol, et ont toujours été ici, il n'y a pas de technique des plaques sur Mars, donc tout ça a toujours vécu 4,5 milliards d'années, là on va l'analyser. Donc, alors, évidemment, la zone artificielle, vous l'avez compris, c'était les coutures des airbags du système d'atterrissage. Or ça, c'est de la toile très très costaud, tellement costaud qu'ils ont eu du mal à mettre au point le système. Ça, c'est des rochers artificiels, donc on teste les airbags sur Terre, et on fait en sorte que ça ne se déchire pas. Et donc, ces fameuses coutures se retrouvent sur le sol de Mars. Alors, pour la première fois, et ça c'est pour Pathfinder, on n'a pas pu le faire, on a pu avoir une image du véhicule situé sur Mars. Et c'est écrit là. Donc si je zoome cette zone-là, le petit point blanc, c'est Opportunity. Et autour, vous avez le cratère Eagle. Donc tout ça a été repéré parfaitement. On a même, c'est écrit, les rétrofusées qui ont soufflé le sol ici, le bouclier arrière avec son parachute, et on va retrouver tout à l'heure le bouclier avant qui est là. Alors, un mot quand même sur ce site. Ce site est tout à fait unique, ne ressemble pas du tout à ce que Mars, au site de Viking ou de Pathfinder et de Spirit. Donc on se croirait plutôt sur la Lune. Et la raison, c'est que, je vais tout de suite le dire pour que les choses soient claires, c'est qu'il y a un volcan qui n'est pas très loin, qui a beaucoup craché de poussière, et toute cette poussière s'est accumulée ici. Donc c'est pour ça que vous verrez à peu près aucun caillou, parce que tous ces cailloux ont été enterrés par la poussière volcanique. Alors on retrouve en haut à gauche le système de rétrofusée extrêmement complexe, hein, il y a beaucoup de technologies sophistiquées là-dedans, et le parachute bien sûr.
et les fameuses roches affleurantes, qui paraissent énormes ici, mais en fait elles sont assez petites, hein, elles font, je ne sais plus, 50 cm de haut à peu près, avec déjà des linéations intéressantes. Un mot sur les instruments, mais vous les connaissez, donc le RAP, donc le système qui va poncer les roches, la PXS qui va nous faire des analyses alimentaires, donc atome par atome. L'EBI provoque ces 6 pics dans ce qu'on appelle un spectrum Moss-Bauer, qui est assez pointu. Croyez-moi, d'ailleurs je ne le connaissais pas avant, ces 6 pics sont caractéristiques de l'hématite. Donc on a trouvé l'hématite, bravo, et en fait l'hématite est en fait une roche extrêmement dure qui est noyée dans cette roche très tendre, ici, claire, et comme la roche tendre s'érode avec le temps, les billes s'accumulent, ce qui explique que vous avez une accumulation de billes en bas des pentes, ici, avec des concentrations très importantes. Alors, un mot sur la météo. Il n'y a pratiquement pas de nuages sur Mars, mais il y en a néanmoins quelques-uns. Voilà, ici vous avez quelques nuages, très très peu. Il y a des nuages, je dirais, très occasionnels, notamment les nuages d'altitude. Je vous ai parlé de Nix Olympica. Bon, bah Nix Olympica, c'est ça. Ça, c'est Olympus Mons. Et vous avez les neiges de l'Olympe, c'est-à-dire ces fameux nuages que Schiaparelli a pris pour de la neige. Les monts Tarsis aussi ont leurs nuages. Là aussi, vous en avez. Vous avez un autre phénomène qui est également bien connu, c'est ce qu'on appelle les brumes matinales. Donc vous avez des brumes matinales ici, une teinte laiteuse, et quand le soleil se lève au zénith, petit à petit, ces brumes disparaissent. Donc voilà à peu près, très, très schématiquement et très rapidement, les phénomènes nuageux sur Mars. Alors on est toujours dans l'endurance, ça se passe pas très bien, c'est rapidement, les phénomènes nuageux sur Mars. Alors on est toujours dans l'endurance, ça se passe pas très bien, ça dérape dans tous les sens. Finalement il va ressortir par le même endroit par lequel il est rentré, ce qui n'est pas toujours le plus efficace pour diversifier les analyses, mais il n'a pas eu le choix parce qu'il dérapait trop et il menaçait de ne jamais pouvoir sortir. Alors après, que faire? Alors il y a eu toute une tergiversation et décision est prise d'aller plein sud pour 2 raisons. D'une part, pour aller voir le bouclier thermique, et ensuite pour aller voir un gros cratère qui est très intéressant. Alors vous avez ici le paysage avec le bouclier qui s'y approche et ces petites dunes toutes petites, environ des 10, 15, 20 cm de hauteur, qui sont liées au vent qui souffle régulièrement sur Mars. Alors l'arrivée sur le bouclier est vous avez ici la zone d'impact du bouclier. Le bouclier lui-même, le matériau ablatif est là, et vous avez la structure ici. Alors là, on s'écarte de l'objectif scientifique de la mission. Les Américains veulent faire une mesure technologique. Ils veulent simplement mesurer, avec ce type d'image, l'épaisseur du matériau ablatif après l'ablation due à la rentrée dans l'atmosphère. Or, là on est dans la technologie, c'est-à-dire qu'on veut optimiser les missions suivantes. Comme on a calculé l'épaisseur de ce matériau ablatif, on a pris des marges, et si on peut mesurer effectivement ce qui a été ablaté et ce qui n'a pas été ablaté, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Un matériau ablatif, c'est un matériau qui passe de la phase solide à la phase gazeuse, et qui, en passant de la phase gazeuse, ça crée des molécules extrêmement chaudes, qui, en étant évacuées, évacuent la chaleur. C'est ça le principe d'un matériau ablatif, et c'est ça qui fait que ça protège thermiquement la sonde. Donc en mesurant cette épaisseur ici, les Américains pourront, dans les missions futures, avoir des matériaux ablatifs optimisés et non pas suroptimisés comme on le fait, parce que tout kilo gagné se traduit par des millions de dollars gagnés à l'arrivée. Simplement, là, on est dans la technologie, et dès qu'on parle de technologie avec les Américains, c'est secret défense. C'est-à-dire qu'on ne dit rien, c'est ITAR, c'est terminé, et circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est un peu pénible avec les Américains. Ils nous prennent un peu pour le tiers-bon, mais il faut s'y habituer. Alors, un mot sur la pollution de Mars, très rapidement. Bon, le fait qu'on ait mis cet objet et ce vieux ressort, enfin vieux, il n'est pas vieux, mais ça ne nous gêne pas trop. Pourquoi? D'abord parce qu'on n'en est pas beaucoup. Il n'y a quand même que 6 objets qui se sont posés sur Mars. Il y a ceux qui ont échoué, bon d'accord, ça fait un peu de débris, mais ça ne nous gêne pas trop parce que dans 1 million d'années, ce ressort, il n'aura pas bougé.
Par contre, on est très soucieux de ne pas amener de pollution d'ordre biologique. Ça veut dire que tous ces matériaux que vous voyez ici ont été fortement stérilisés. Donc on est très soucieux de ne pas amener nos bactéries qui pourraient, même si c'est peu probable, néanmoins on ne peut pas le démontrer, qui pourraient proliférer, et pour les générations futures, on ne veut pas que ça prolifère. Alors sur cette image, il y a un intrus, certains l'ont vu, l'intrus est là, et l'intrus était tellement curieux qu'évidemment on est allé le voir, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait cette chose s'appelle une météorite. C'est une météorite ferreuse, c'est riche en fer-nickel. Si vous avez un caillou riche en fer-nickel dans votre jardin qui est atypique, c'est une météorite. Vous pouvez le garder, c'est un bon souvenir. Et là, on a affaire à vraiment une météorite métallique, ça se voit sur l'image. C'était pas prévu. On n'avait pas du tout prévu, dans les objectifs, même en bas de la liste, des objectifs de trouver des météorites. Il se trouve que, vous l'avez vu, il n'y a aucun caillou. Donc, le moindre caillou qui apparaît sur le sol peut être une météorite. Il y a des régions dans l'Antarctique, c'est la même chose. Vous avez des phénomènes de glace qui fluent, je ne sais pas comment on dit, et ces glaces s'enfoncent dans le sol et à l'arrivée à certaines montagnes, elles reviennent à la surface, puis s'évaporent. Les météorites, elles font le même chemin, et au moment où la glace affleure, la météorite affleure, mais elle ne s'évapore pas. Donc à ce moment-là, vous avez une accumulation de météorites dans certaines régions antarctiques. Vous passez en hélico au-dessus, tous les points noirs sont des météorites. Il suffit de se poser et les ramasser, c'est ce que les gens font. C'est un peu le même phénomène qu'on a ici, comme il n'y a aucun caillou, le moindre caillou peut-être une météorite. Alors ceci dit, je crois que depuis Spirit aussi on a trouvé une ou deux, et je ne sais plus quel est le chiffre, on en a trouvé 3 ou 4 depuis le début de la mission, des 2 missions. Que pendant 1 an et demi il va descendre, et tout le monde va un peu s'endormir sur sa table, et les ingénieurs vont commencer à se griser un peu, ils vont se dire bon allez on va un peu s'amuser. Ils ont commencé à vouloir battre, non pas des records de vitesse, parce que la vitesse est très faible avec ce rover, mais des records de distance par jour. Donc ils vont essayer de tout mettre le maximum d'énergie dans les batteries, puis ensuite on va utiliser au maximum l'énergie pour avancer, etc., etc. Donc ils vont atteindre un chiffre faramineux de 200 mètres en une journée. Alors je vous rappelle que la mission avait été vendue pour 600 mètres au total. Depuis on en est à 12 km, donc on a multiplié par 20 les objectifs de la mission. Et à force de jouer, puisque c'est quand même un peu un jeu, d'essayer d'aller de plus en plus vite, eh bien la catastrophe arrive. Voilà, la catastrophe est ici. Ils ont pris cette image parce que il y a eu un grave problème, puisque Opportunity s'est enlisé. Vous voyez d'ailleurs que Opportunity marche en marche arrière ici. Et ça, c'est encore une optimisation des systèmes. C'est qu'en faisant marcher le rover alternativement en marche avant, en marche arrière, vous optimisez les moteurs, vous les usez autant dans un sens que dans l'autre, donc vous améliorez. Qui veut aller loin ménage sa monture, c'est exactement ce qu'ils font. Qui veut aller loin fait marcher son moteur, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, c'est beaucoup mieux que de l'user toujours dans le même sens, et c'est pour ça qu'ici on est en marche arrière. Néanmoins, ils sont enlisés, ça va durer 3 semaines, ça va s'appeler le purgatoire, et vous allez avoir un processus de désenlisement qui est finalement tout bête, il suffit de faire marche arrière. Alors, au début, c'est assez calamiteux, puisque le système glisse à 98%, jusqu'au moment où vous décrochez. Ça va se voir sur l'image. Attendez, on ne voit pas très bien. Là, on dérape. Voilà, et hop, ça a décroché. Donc là, on dérape énormément. On dérape énormément. Et là, on décroche. Vous voyez l'ombre qui n'arrête pas d'évoluer parce que on fait un tour de roue, on prend une photo, on fait un tour de roue. Les Américains veulent être sûrs que le rover n'est pas en train de s'enfoncer dans le sol. Néanmoins, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Rien. De toute façon, il fallait faire marche arrière pour repartir. Alors le résultat, c'est que voilà le purgatoire, donc une malheureuse dune de 30 cm de haut. Parce que le rover n'est pas capable de savoir qu'il s'enlise. Il fonce tout droit, comme un imbécile, si je puis dire. Il ne sait pas. Alors là, les ingénieurs se sont dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. D'abord, on va arrêter de jouer à battre des records de distance, il ne faut plus s'enliser. Alors comment on fait? Il y a deux stratégies. Il y en a une qui est type Paris-Dakar, bien connue. On reste dans le creux des dunes et on choisit l'endroit où on peut franchir la dune. Voilà. Bon, en gros, c'est comme ça qu'ils vont faire. Donc ils vont descendre toujours dans un creux de dune et à un moment, ils vont se dire, bon, ici, c'est pas trop haut, hop, on traverse
et puis on vérifie, on y va doucement. L'autre stratégie aurait été de faire des zigzags, des S, et vous prenez des images, et avec l'ordinateur, si les deux images successives sont complètement différentes, vous êtes sûr que vous avez avancé. Mais s'il est enlisé, vous allez avoir deux images identiques. Et à ce moment-là, l'ordinateur dit stop, ne bouge plus, et au lieu de continuer à s'enfoncer en faisant tourner les roues, on arrête les moteurs et on dit non pas à Houston, mais à Pasadena de donner les directives. Alors en fait, ils ont pratiqué cette stratégie-là, qui finalement marche très bien, mais les records de distance ne sont plus battus, on descend à des 40 mètres par jour pénibles, et jusqu'au bout de 18 mois, d'arriver enfin à destination de ce magnifique cratère, qui a une forme assez extraordinaire, pas du tout classique, hein. Il arrive ici, Opportunity est là, c'est écrit, et il va vouloir descendre par ici, mais pour cela, il va essayer d'aller faire des mesures de pente, il veut savoir quelle est la pente, ça va prendre encore quelques mois, tout ça se passe. On a du temps sur Mars, on n'est pas pressé, hein, donc ils prennent du temps. Alors ce qui est fabuleux, c'est qu'avec Mars Reconnaissance Orbiter, on a maintenant, on voit la trace du rover, et on voit le rover lui-même, et on voit l'ombre du mât. Le petit point noir ici, c'est l'ombre du mât. Et ça, c'est la technologie de la caméra de Mars Reconnaissance Orbiter qui nous donne 30 cm par pixel, ce qui est assez extraordinaire. Donc à partir de l'image, on arrive à faire ce type d'animation. C'est maintenant assez banal, mais c'est quand même assez spectaculaire. Et vous allez entreapercevoir Opportunity quand l'image est fixe, c'est le point noir là. C'est-à-dire, si vous avez de bons yeux, à un moment, hop, on le distingue, au moment où l'image est fixe. Et après, voilà, on vient de le voir. Donc ça, c'est bon, les Américains sont vraiment tenaces, puisqu'il est descendu, mais il est remonté. Donc j'accélère un petit peu. La fin d'Opportunity, ben, on y est. Ça, c'est juste pour illustrer le fait qu'ils ont amélioré les logiciels de navigation, donc ce type de courbe, et ils en sont très fiers parce que c'est les nouveaux logiciels, donc ça permet de faire des choses plus harmoniques. Donc simplement, de lui-même, il a contourné le tas de cailloux, là. Et ça, c'est la navigation autonome des rovers, on pourra en parler si vous posez des questions. Voilà, donc il est ressorti. C'est un gif très lent, voilà. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Et la réponse, donc voilà, on quitte Victoria maintenant, on est en 2009, là, plutôt fin 2008 même. Il a quitté Victoria, et l'objectif, alors je vous rappelle un petit peu la séquence, hein, Endurance, c'est le petit à gauche du E d'Endurance, Eagle on ne voit même pas, 10 km jusqu'à Victoria, et maintenant il veut aller là. Il veut aller sur les bords du cratère Endeavour, et il voit déjà les falaises de ce cratère, qui est un très vieux cratère. Il a une vingtaine de kilomètres à franchir. Il n'est pas du tout sûr qu'il va y arriver. Voilà les bords du cratère Endeavour ici, et c'est à peu près sur l'objectif, à une vingtaine de kilomètres. Et maintenant, il taille la route, comme on dit. Et bon, voilà une image de synthèse de la mission avant. Ça, c'est juste pour vous illustrer le fait qu'il ne faut pas aller n'importe où. Ça, c'était un site assez dangereux, et finalement, on s'est déplacé vers des zones beaucoup plus plates. Alors, il y a un biais observationnel, hein. Tout ce qu'on vous montre de la surface de Mars est extrêmement plat, parce qu'on a choisi des sites plats pour se poser. Aujourd'hui, on ne sait pas se poser sur des sites comme ça, qui seraient certainement beaucoup plus intéressants sur le plan du paysage, mais c'est pas possible. Alors, les 7 minutes de terreur, ça c'est quelque chose qui m'a été donné par le directeur de JPL. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir un film qui se passe dans la salle de contrôle du JPL, qui est la salle de contrôle de Phoenix. 7 minutes, c'est entre le moment où Phoenix touche l'atmosphère de Mars, vous déclenchez le chronomètre, 7 minutes après, vous êtes au sol. C'est ça les 7 minutes de terreur. Et c'est terrifiant, c'est-à-dire que tous les ingénieurs sont là, le directeur du JPL est là, le directeur de la NASA est là, et tout le monde a très peur qu'évidemment ça soit l'échec, puisque les échecs, il y en a eu plusieurs. Et évidemment, ces 7 minutes sont modélisables à la seconde près, donc vous allez voir en temps réel les événements, comme si vous les viviez sur Mars, mais évidemment ce sont des images de synthèse. Donc je précise quand même, parce que il y a peut-être des gens qui... Alors en plus, j'ai un tout petit problème, c'est que ça bug beaucoup. Donc je suis obligé de surveiller, comme je sur le feu,
doucement. Donc 1 minute après l'entrée. Il y a des bruits qui sont évidemment artificiels. Ça c'est à gauche, c'est le directeur du filiale qui fait la Chine. Vous avez ça. Parce qu'il reçoit des signaux qui lui sont artificiels. Attention au temps. Donc le radar a tout comme ça, c'est-à-dire que le système pourra s'insérer. On a 1600 mètres. Le mec qui va faire sa prière. Je peux vous dire que quand vous êtes sur Mars, le reste c'est que littérature. C'est facile. Ce qui est du paysage, on a renforcé la troisième dimension ici et on distingue ces formes hexagonales à peu près. Alors Phoenix n'a pas révolutionné nos connaissances de Mars. Je crois que le résultat important de Phoenix, là vous avez la bannière étoilée, et toujours maintenant il y a un DVD. Vous auriez pu sur internet mettre votre nom, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait d'ailleurs. Et moi je l'avais fait pour mettre le nom de mes enfants sur 8-15. Mais alors le résultat important c'est ça, c'est qu'en creusant, 20e jour, 24e jour, ils ont identifié ce patch de blanc. Et le problème est de savoir qu'est-ce que c'est, et en 4 jours ça commence à disparaître, ça commence à se sublimer. Et si ça s'était sublimé en 1 heure, ça aurait été de la glace de CO2. Si ça se sublime pas, c'est plutôt des sulfates. Et si ça se sublime en 4 jours, bah c'est de la glace d'eau. Donc en fait, par des mesures de ce type, très simples, on a la preuve qu'à environ 5 cm de profondeur, au niveau des pôles, on a une couche de glace d'eau, pas très épaisse, on a des zones de glace d'eau. Et je vous ai dit qu'à l'équateur, cette glace, les modèles prédisent qu'elle est plutôt à 500 mètres de profondeur. Donc vous avez toute la courbe entre les pôles et l'équateur. Ça, c'est la courbe de stabilité thermodynamique de la glace. La particularité, c'est cette espèce de moteur de moto derrière, avec ses ailettes de refroidissement, c'est un RTG. Donc on a une source d'alimentation nucléaire, donc on n'aura plus cette faiblesse qu'avait Spirit de ne pas avoir beaucoup d'énergie. Là, on peut se déplacer le jour, la nuit. On a 10 fois plus d'énergie qu'avec Spirit. Alors des gros instruments, je ne vais pas les détailler, mais ils se situent ici, plus une batterie d'instruments là, un système de prélèvement d'échantillons qui est ici, et notre instrument franco-américain. On a 2 instruments franco-américains, on a celui qui est là-haut et celui qui est là-dedans. Et je vais vous montrer tout de suite, voilà, ça c'est pour vous montrer la taille relative de la roue. C'est pas pour vous montrer la jeune fille que je vous montre la photo, c'est pour vous montrer la roue. Mais ça commence à être une bonne dimension quand même. Et l'instrument Chemcam, donc, qui est l'instrument franco-américain, qui est fait entre Toulouse et Los Alamos aux États-Unis. Nous avons fait le laser et ils ont fait le spectro UV. Bon, là vous avez les dimensions, mais je vais peut-être accélérer un petit peu, je ne sais pas quelle heure. Oui. Allons à l'essentiel. Donc Chemcam, le principe, c'est du LIPS. C'est-à-dire que c'est un laser de puissance qui va provoquer un plasma ici, en tapant très fort dans la roche. Là, vous avez une zone extrêmement lumineuse. Co-aligné dans le laser, vous avez un spectromètre ultraviolet qui collecte les photons, et vous faites le spectre, et les raies d'émission sont les raies propres des atomes de la roche, donc du magnésium, du silicium, de l'aluminium. L'intérêt de la manip, c'est qu'évidemment, vous l'avez compris, le rover ne bouge pas. Donc il peut tirer à 10 mètres tout autour de lui. S'il a 25 fois le même spectre, il ne va pas faire 25 analyses inutiles.
Par contre, si le 26e est complètement atypique, il va se dire cette roche-là, je veux l'analyser. Vous allez voir dans le film comment ça se passe. C'est exactement comme je viens de vous le décrire. Alors le fameux film, il est évidemment pas compatible avec Windows. Donc, alors, la première chose qu'il faut voir, c'est le... il y a même du son. Vous allez voir qu'il y a piston du O2, voilà, ça c'est du pilotage hypersonique, c'est nouveau, ça ne s'était jamais fait et ça va permettre d'avoir une bien meilleure précision. Ces petits jets là, de gaz permettent d'optimiser la descente dans l'atmosphère et finalement d'optimiser aussi la précision d'impact à l'arrivée au sol. Donc parachute, ça c'est classique, et là on sort du classique complet. Vous avez le rover qui déploie ses roues, son RTG à l'arrière, et là on descend comme une pierre sous rétrofusée, avec des rétrofusées au-dessus, ce qui est extrêmement stable. Ça s'appelle Skycrane, le système. Et pour des raisons diverses, notamment liées à la protection planétaire, on descend sous ascenseur. Donc le rover descend, et là il y a beaucoup d'ingénierie et de savoir-faire, parce qu'il faut une vitesse verticale nulle, une vitesse horizontale nulle, sinon vous allez faire capoter le rover, et vous le posez en douceur sur le sol.